Bonjour, mon invité aujourd'hui est Aurélien Taché. Bonjour Aurélien, vous êtes député du Val d'Oise. Vous avez récemment créé une formation politique. Je voudrais commencer par cela. J'ai un peu le sentiment, depuis le temps que je fréquente différents élus, qu'il y a quand même un peu moins de goût, d'intérêt pour les questions internationales dans les différentes formations politiques. Qu'auparavant, il y avait des commissions internationales, des gens qui étaient très actifs dans les différentes formations, d'ailleurs aussi bien à droite qu'à gauche. Est-ce que vous, comme parlementaire et en même temps comme responsable d'une formation, vous constatez également que les élus d'aujourd'hui s'intéressent moins aux questions internationales qu'auparavant? Oui, alors ça n'a jamais été extrêmement simple, hein, les questions internationales dans les formations politiques. Moi j'étais auparavant, j'ai commencé mon engagement politique au Parti Socialiste. Je me rappelle qu'on était assez peu nombreux à fréquenter par exemple les réunions du Parti Socialiste Européen à Bruxelles. Moi j'y allais parce que j'ai toujours eu une appétence pour ces sujets et que j'ai toujours considéré que l'internationalisme était quelque chose d'important pour la gauche, à laquelle je me sens d'ailleurs toujours appartenir. Mais effectivement, c'est quelque chose que j'ai vu régresser. À cette même époque, déjà, c'était l'époque en 2000, début des années 2010 des printemps arabes. Moi, je me suis beaucoup intéressé à la transition démocratique tunisienne. Je suis allé à plusieurs reprises à Tunis, notamment au moment du Forum social mondial et autres. Et je disais par exemple à l'époque que le Parti socialiste, qui restait, de par l'international socialiste, avec certaines formations, proches de certaines formations, sans vraiment comprendre ce qui se passait dans le pays, était en train de perdre sa culture internationale. Donc je l'avais déjà finalement identifié à ce moment-là. À La République En Marche, c'est quelque chose qui pour le coup, alors là, je n'ai jamais même simplement vu de commission internationale ou de discussion sur ce que peut être finalement la vision de ce mouvement en matière de géopolitique, en matière d'engagement partisan transnational. Et donc au Nouveau Démocrate, qui est la formation politique que nous avons lancée avec mes amis et donc que je co-préside avec Émilie Cariou depuis décembre dernier, nous avons bien l'intention de nous réintéresser de beaucoup plus près à ce que peuvent faire les formations politiques sur le plan international et de aussi travailler à une doctrine sur ces questions. Mais est-ce que vous pensez que c'est dû au fait que ça ne rapporte pas électoralement, que les électeurs ont un peu le sentiment que si on s'intéresse à l'international, on ne s'occupe pas au national, que c'est un peu l'un à la place de l'autre et que finalement voyager c'est plutôt du temps de perdu, aller sur le terrain. Est-ce que donc il n'y a pas un arbitrage pour est-ce qu'on oppose encore le local à l'international à l'heure de la globalisation, ce qui est paradoxal? Je crois que la France est un des rares pays où ça se passe comme ça, oui, mais c'est encore le cas en 2021, en effet en France. C'est un des charmes de notre pays, mais c'est sûrement aussi une de ses faiblesses que de se croire un petit peu seul au monde et d'avoir un petit côté nombriliste. Je dis ça, voilà. Comme chacun sait, la France se vit à juste titre par certains égards, mais comme le phare de la pensée universaliste et des droits de l'homme, avec parfois d'ailleurs certains travers, et peut-être qu'elle est de moins en moins perçue comme ça à l'étranger. Peut-être que c'est quelque chose dont on pourrait aussi parler, parce que je crois que c'est important, ce décalage entre ce que vivent les Français et la manière dont on les voit. Mais je crois que ça vient de là. Je crois que ça vient aussi du fait que, par exemple, sur la construction européenne, nous n'avons jamais été véritablement pionniers du fait de l'histoire politique de ce pays. Le gaullisme, comme le socialisme avant que François Mitterrand ne l'emmène sur cette voie, n'était pas véritablement, n'ont pas été des familles politiques forcément, ou les communistes même encore avant eux, qui étaient très pionnières dans ce domaine. Il y a une tradition politique qui n'était pas forcément très finalement poussée sur les enjeux de construction internationale, même si elle pouvait avoir des doctrines internationales fortes. Il y a le fait que politiquement, en France, on considère que c'est du temps qu'on ne passe pas à faire autre chose. Et puis il y a ce petit nombrilisme français que j'évoquais. Alors pourtant, la frontière entre le national et l'international est de plus en plus frêle, Oui. parce que ce qui se passe à l'étranger nous impacte, ce qui se passe en France a de l'écho à l'étranger. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on sous-estime la perception de nos débats internes à l'étranger et que ce qui se dit en France a des répercussions et qu'il y a une perception quand même de la nature de nos débats, y compris sur notre identité, sur la façon dont nous vivons par rapport à l'extérieur? Mais complètement. Typiquement, cette manière
d'avoir des débats très soutenus, très clivants et très présents en France sur le rapport à l'universalisme, quand on est pourtant dans une logique un petit peu comme ça de finalement, oui, je remploie ce mot encore une fois, ou de débat très franco-centré et à quelque chose de fascinant finalement. Comment on peut être autant tout le temps en train de parler d'universalisme et ne pas se rendre compte que finalement on est sur beaucoup de sujets perçus comme hostiles à finalement au reste du monde, à nos ressortissants français qui peuvent eux-mêmes avoir différentes cultures, qui peuvent avoir une religion qui n'est pas la religion ancestrale de la France, enfin bon, pour dire les choses clairement, par exemple pour nos compatriotes musulmans, le fait d'avoir des débats qui sont aussi crispés sur la question de la religion et de lier autant finalement un rapport aux Lumières et à la raison à quelque chose qui serait anti-religieux est très très mal compris dans le reste du monde. Et ça n'est pas, comment dire, bien sûr qu'il faut tenir bon quand on a raison et ne pas considérer que ce serait parce que on est minoritaire qu'on aurait tort, mais il faut quand même tenir un petit peu compte du ressenti, de la perception et écouter un peu ce que les autres ont à vous dire. Quand énormément de nations, de peuples, de ressortissants français vous disent qu'ils ne comprennent pas que ce qu'on appelle l'universalisme semble jouer comme un facteur d'exclusion pour ce qu'ils sont, que ça induit un rapport à l'altérité très complexe, un rapport aux religions et à leur religion, par exemple pour parler de la religion musulmane, parce que c'est quand même celle-ci qui fait le plus débat, extrêmement, qui est vécue comme hostile, je crois que c'est quelque chose qu'il faut entendre. Oui. Moi, j'ai le sentiment que la France était le pays le plus populaire dans le monde musulman au sortir de la guerre d'Irak, à la fois pour les positions traditionnelles, gaulo-mitterrandistes, Oui. pour le refus de la guerre d'Irak, pour la position aussi traditionnelle, un peu en pointe, le seul pays occidental par rapport au conflit israélo-palestinien. Et là maintenant, on a l'impression quand même qu'on a en grande partie perdu ce crédit, mais en même temps que ça n'inquiète pas grand monde. Je crois qu'on peut dire ça. Ça se date certainement assez facilement d'ailleurs. Hein, c'est à partir, enfin c'est après la fin du deuxième mandat de Jacques Chirac que pour moi les choses évoluent considérablement, tant du point de vue de la doctrine internationale que de la doctrine de défense, que du rapport particulier qu'avait la France avec le monde arabe d'une certaine façon, et où finalement c'est vrai que on se rappelle que la France s'était illustrée en 2003 en n'allant pas participer à la guerre en Irak. Le mandat de Nicolas Sarkozy induit tout autre chose, avec notamment l'intervention en Libye, mais avec d'autres changements auparavant aussi. Il y a eu une continuité là-dessus, je trouve, sous le quinquennat de François Hollande assez manifeste, et qui, alors avec le quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est comme souvent avec lui d'ailleurs, un peu plus complexe. Lui-même se revendique gaulo-mitterrandiste, au moins dans les mots. A posé un certain nombre d'actes ou de symboles à des moments qui pouvaient effectivement donner à penser qu'il était assez attaché à une certaine indépendance de l'indépendance française et européenne, notamment sur les questions de défense. Il a essayé de faire des choses qui n'ont pas forcément tout abouti, mais il a au moins essayé. Au-delà de ça, je pense que malheureusement, sur d'autres aspects qu'on pourrait qualifier peut-être comme étant des éléments de réflexion de ce que lui-même a appelé l'état profond, au Quai d'Orsay ou ailleurs, finalement, les choses sont plutôt dans le sens. Vous pensez qu'il a dénoncé l'état profond mais qu'il ne s'y est pas attaqué ? En fait, je pense qu'il a pu essayer de s'y attaquer sur un certain nombre de sujets, notamment dans son rapport à la Russie, notamment sur la question de l'indépendance de l'Europe par rapport aux États-Unis. Je pense pour ce qui est du monde arabe, pas du tout. Et je pense que ce qu'on voit avec la Turquie actuellement est par exemple assez manifeste de la continuité de ce qui a été mis en place par un courant qu'on pourrait qualifier de néoconservateur à partir des années Sarkozy et qui a par exemple conduit à ce qu'on rompe totalement les discussions à cette époque entre la Turquie et l'Union européenne pour ce qui était de son adhésion. Je ne sais pas s'il fallait le faire ou pas le faire, je dis simplement qu'en tout cas à l'époque il y avait une discussion
qui me semblait intéressante. On dit maintenant, mais alors regardez, heureusement, Nicolas Sarkozy dit parfois, quand il s'exprime encore un petit peu, mais regardez, j'ai eu raison quand même, heureusement qu'on n'a pas fait ça, on aurait Erdogan en Europe. Mais peut-être pas, justement. Peut-être que si les discussions... un autre Erdogan, peut-être. Oui, peut-être qu'en Turquie, il y aurait la Turquie aurait peut-être suivi une autre direction si on avait continué les discussions. Moi, j'ai toujours plutôt pensé ça, à titre personnel, déjà à l'époque. Et du coup, ça s'est poursuivi. Et parfois, on finit par se demander si même en matière internationale, le récent conflit avec la Grèce, enfin, où finalement la France a soutenu de manière assez quand même agressive le gouvernement grec sur le conflit autour des îles qui l'oppose à la Turquie, on se demande si tout ça ne vient pas quand même aussi un peu quelque part d'une espèce de doctrine globale qui est celle du choc des civilisations, quoi, de Huntington. Moi, je finis par me demander si ces idées-là n'ont pas quand même énormément progressé dans le monde politico-administratif français et que finalement, là-dessus, Emmanuel Macron, effectivement, s'est aligné. Et donc, pour répondre à votre question initiale, non, ça n'émeut plus grand monde que en France, finalement, on ait pris ce tournant-là. Et je ne suis pas certain que tout le monde, d'ailleurs, l'ait bien compris, en ait bien compris les raisons profondes. Alors, au-delà du monde musulman, il y a aussi la presse anglo-saxonne qui a été très critique sur nos débats internes, aussi bien la presse britannique que la presse américaine, qui normalement n'est pas d'un gaulo-mitterrandisme vibrionnaire, qui est plutôt critique sur la France et la politique extérieure. Et donc on a vu que, bizarrement d'ailleurs, c'était des secteurs qui sont stratégiquement atlantistes, oui, et qui sont venus refuser le fait que la presse anglo-saxonne puisse critiquer nos débats intérieurs, notamment sur une vision dite exigeante de la laïcité. C'est en effet étonnant. Et je crois que Emmanuel Macron lui-même en a été assez courroucé, mais quoi de plus normal finalement que d'avoir ce type de réaction, parce qu'on peut effectivement avoir sur les questions internationales des vraies divergences d'intérêts comme de point de vue avec les États-Unis d'Amérique et les tenants de l'atlantisme d'une manière générale. En revanche, il faut quand même constater que sur le plan intérieur, ce sont des pays qui sont très attachés aux libertés, qui sont très attachés à la liberté de conscience notamment, qui ont connu aussi sur le plan des combats pour l'égalité des droits, sur le plan des combats pour la lutte contre les discriminations raciales, ont connu des mouvements d'ampleur et des choses il s'est passé des choses assez intéressantes de ce point de vue-là dans ces pays-là. Et moi, je trouve qu'effectivement, sur ce plan de la liberté de conscience ou de l'égalité raciale, par exemple, effectivement, la France, aujourd'hui, ne comprend plus ce qui se passe dans le monde, ne comprend plus ce qui se passe dans son propre pays, et finalement, aurait pour le coup, parce que tout n'est pas acheté chez nos amis américains, aurait pour le coup à regarder un certain nombre de choses, à regarder un certain nombre de luttes, à regarder un certain nombre... à voir un peu comment les libertés y sont respectées, comment les points de vue et les opinions évoluent, et à ne pas s'arc-bouter comme ça sur une vision qui est finalement celle où on a une laïcité qui est vécue par beaucoup malheureusement comme un laïcisme, comme quelque chose qui viendrait rejeter les religions. Il y a d'ailleurs deux courants au ministère de l'Intérieur là-dessus. On a l'impression que vous avez un ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui se veut un peu gallican, qui veut mettre la main sur les religions, sur les religions et que l'État les contrôle. Et puis une ministre à la citoyenneté qui, elle, est carrément hostile en étant laïciste. Et ça, je trouve ça... un peu particulier, et je pense que c'est tout à fait mal compris dans un certain nombre de pays. Et les débats autour du séparatisme aujourd'hui viennent induire autre chose, viennent induire le fait que finalement, quand vous défendez l'idée qu'il peut y avoir un raciste ou une haine envers les musulmans, vous seriez du coup le complice insidieux des islamistes, et en tant qu'antiraciste, vous deviendriez vous-même une forme de séparatiste, puisque c'est le mot à la mode, et que ce pouvoir essaye de conceptualiser. Et vous n'avez pas l'impression, est-ce que c'est la laïcité à la française qui est, bon, c'est un modèle un petit peu spécifique, à part, national, qui s'est développé. Il y a quelques pays qui ont leur propre laïcité, mais enfin le modèle français est quand même très singulier. Est-ce que c'est la laïcité à la française qui n'est pas exportable, ou est-ce que ce sont les débats que nous avons sur la laïcité, et vous êtes souvent exprimé là-dessus en pensant qu'on déviait un petit peu, qu'on avait une sorte, ce que Jean Bobéro appellerait la laïcité falsifiée. Est-ce que c'est la laïcité en tant que telle qui n'est pas comprise à l'étranger, ou une nouvelle interprétation qui en serait faite aujourd'hui ?
mais il est évident que c'est ce que veulent faire dire à la laïcité ceux qui en réalité ne sont pas des laïcs au sens de la loi de 1905, mais ou alors on rejoue Émile Combes contre Briand, et du coup on voit bien que c'est ça qui n'est pas exportable. Ce qui n'est pas exportable, c'est l'hostilité aux religions, c'est l'anticléricalisme qui a pu avoir son explication, sa justification en France dans l'histoire. Je suis moi-même issu d'une famille de gauche de l'ouest de la France qui n'a pas été vraiment bien engagé dans cette tradition politique-là, il n'y a aucun problème, mais aujourd'hui, ça peut être compris différemment parce qu'effectivement, on n'a plus une église comme ça, qui représente un pouvoir aussi puissant sur le plan politique et sociétal que peuvent le représenter l'ensemble des religions aujourd'hui. Et donc, ce qui était à l'époque une lutte contre la domination, finalement, une lutte contre une forme de pouvoir qui voulait s'en prendre à l'État, ne peut plus du tout être perçu de la même manière aujourd'hui. Que, effectivement, il y ait des difficultés liées à des interprétations radicales, guerrières, erronées des religions qui produisent du terrorisme et des morts, c'est une réalité que personne ne conteste. Et c'est quelque chose contre lequel il faut lutter. Mêler ça, finalement, à une hostilité à la religion d'une manière générale, et faire dire à la laïcité de 1905 ce qu'elle ne dit pas, que par exemple les croyants doivent rester discrets. Qu'est-ce que c'est que cette injonction à la discrétion ? Qu'est-ce que c'est que cette volonté d'invisibiliser les uns ou les autres? Et pourquoi ça ne s'applique en général qu'à une seule et même religion, qui est effectivement plutôt la religion de ceux qui ont immigré récemment, qui est plutôt la religion de ceux qui vivent dans un certain nombre de quartiers où il y a des difficultés? Eh bien, il y a là quelque chose d'extrêmement étonnant. Donc non, la laïcité de 1905 est un modèle qui pourrait très bien être universel à condition qu'on ne lui fasse pas dire autre chose que ce qu'elle ne dit, à savoir séparation stricte entre l'État et l'Église, neutralité de l'État et liberté de conscience absolue pour les citoyens. Si on s'en tenait à ça, il n'y aurait pas de problème. À partir du moment où on commence à vouloir s'en prendre à cette liberté de conscience, ou manifestation qu'elle peut avoir en disant aux gens que l'espace public finalement est un espace où il faudrait que la religion disparaisse complètement, eh bien déjà on est dans autre chose, on est dans une forme d'agressivité envers les croyants, et ça c'est quelque chose qui n'est effectivement certainement pas exportable dans le reste du monde. Alors comment expliquer cela? Parce qu'on n'avait pas ces débats auparavant, il y avait ces débats sur la laïcité, sur grosso modo la peur que l'islam peut procurer chez certains. Est-ce que c'est lié aux attentats? Est-ce que c'est lié au fait que les musulmans ne demandaient rien, rasaient les murs et que maintenant ils demandent à construire des mosquées parce qu'ils se sont affirmés? Est-ce que c'est lié à une sorte de déperdition du débat? Comment expliquer une sorte d'hystérisation du débat public français qui, une fois encore, choque pas mal de gens et regardez un peu avec un grand étonnement à l'étranger parce que beaucoup de gens ne reconnaissent pas la France qu'ils aiment finalement. C'est tout à fait ça, et beaucoup de ceux qui viennent ici, d'ailleurs, ou qui sont venus ici par le passé, me disaient, je suis venu en France parce que pour moi c'était un grand pays de liberté, un pays où j'allais pouvoir justement, eh bien oui, être peut-être plus libre que dans le pays d'où je viens, pour certaines personnes qui viennent de différents pays, que ce soit d'Afrique du Nord, du Proche-Orient d'ailleurs, mais sans être rejeté, sans que je sois rejeté pour moi-même, pour ma religion ou autre. Alors à mon avis, il y a toute une série d'explications à ça, effectivement. D'abord, en effet, l'islam devenant une des composantes de la nation française, elle demande ni plus ni moins qu'à trouver sa place comme les autres. C'est forcément un peu plus difficile pour elle que pour des religions plus anciennes, puisque une des particularités de la loi de 1905, au-delà de sa philosophie, et comme vous le savez parfaitement, de refuser le financement des lieux de culte pour les lieux qui seront construits après 1905, et comme il n'y avait strictement aucune mosquée avant 1905, bon, déjà il y a des difficultés de cet ordre-là, mais ça à la limite, on peut trouver peut-être des solutions. Il y a bien sûr la question des attentats qui divise profondément, mais c'est là où moi finalement, j'en veux beaucoup finalement à ma famille politique ou à une partie d'entre elles qui, sous prétexte de ne pas effrayer un électorat
populaire qui pouvait commencer à être convaincu par les thèses des conservateurs ou des nationalistes, a fini par se dire pour ne pas faire monter le Front National, il va falloir reprendre quelques éléments de son discours. Alors ça n'a jamais été complètement dit comme ça, mais finalement c'est quand même exactement ce qui se passe à partir notamment... c'est dès la deuxième partie des années 2000, quand vous avez certains courants au Parti Socialiste et certaines personnes qui ont voulu y théoriser l'insécurité culturelle. Pardon, mais moi, l'insécurité culturelle, pour moi, ça ne veut pas dire autre chose que le bruit et l'odeur de Chirac, mais avec un vernis un peu plus scientifique. Mais c'est exactement ça, ça n'est pas autre chose. Et donc, à partir du moment où vous commencez à faire entrer des concepts comme cela dans les rangs de la gauche, eh bien, petit à petit, vous tirez le fil de quelque chose qui devient, si ce n'est xénophobe, à tout le moins, qui complexifie clairement le rapport à l'altérité, et qui vous venez noyer ça dans un universalisme qui finalement, pour moi, malheureusement, se culturalise et s'essentialise. Moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est ça. C'est ce que j'appelle, avec d'autres d'ailleurs, le nativisme. C'est-à-dire que vous finissez par donner plus de droits à ceux qui étaient présents depuis plus longtemps en opérant une forme de culturalisation de la citoyenneté. Et ça, c'est quelque chose de grave. Et ça a été importé dans les rangs de la gauche, et on a réussi à le dissimuler sous finalement des vernis de républicanisme et en utilisant les lumières ou l'universalisme pour quelque chose qui finalement ne l'est pas du tout universel. Vous diriez que l'extrême droite a gagné la bataille culturelle ? Je dirais qu'elle est en passe de le faire et que malheureusement, qu'une partie de la droite finalement cède à cela est déjà absolument catastrophique, mais que malheureusement par une espèce d'alliance objective, une partie de la gauche aussi, parce qu'elle sent que sur ce terrain-là, elle n'a pas été capable finalement aller suffisamment loin pour convaincre les Français que non, nous n'avions pas intérêt à entrer là-dedans. Bref, son échec sur l'antiracisme, son échec sur la question des discriminations, son échec sur le fait de pouvoir tenir la promesse républicaine pour tous, l'a conduite, pour ne pas se laisser dépasser sur le plan électoral, à reprendre, sous prétexte d'universalisme, de laïcité et autres, des idées qui sont plutôt des idées de rejet qui viennent de l'extrême droite. C'est une course à l'échalote, et est-ce que vous pensez que ça va s'améliorer, ou est-ce qu'on peut craindre que la perspective des échéances électorales nationales, présidentielles et législatives de 2022 va continuer ce mouvement où la droite, pour ne pas laisser le terrain à l'extrême droite, prend une partie de son programme, que la gauche est aspirée également par cela, et que finalement il y a un basculement général? J'en ai malheureusement peur. Moi, vous savez, j'ai rejoint Emmanuel Macron en 2017 précisément parce que je le sentais différent sur ces questions. Il y avait deux choses qui me plaisaient essentiellement en lui. Effectivement, je retrouvais une perspective internationaliste, notamment sur son engagement européen, sur le fait qu'il avait envie de redorer le blason du multilatéralisme dans un monde qui était en train, au contraire, de le lâcher. Rappelons-nous de Trump qui est élu l'année précédente. Ça m'avait convaincu. Et puis, tout ce qu'il disait sur ces aspects. La laïcité n'est pas un laïcisme. On doit aussi se poser les bonnes questions quand certains de nos enfants partent en Syrie. Le terreau du djihad trouve en partie sa part dans des mots qui sont ceux de la société française. Tout ça m'avait énormément parlé. Moi, j'étais jeune conseiller ministériel à l'époque du gouvernement Valls, qui était en train de faire la déchéance de nationalité. Ça m'a définitivement convaincu que je devais rompre avec le Parti Socialiste et avec notamment le gouvernement de l'époque, que j'ai quitté en novembre 2016 en tant que conseiller, et j'ai rejoint La République En Marche pour ces raisons et pour ces questions. Malheureusement, plus pour des questions, à mon avis, d'opportunisme politique que de conviction profonde, même si peut-être qu'il a évolué, après tout je ne lui parle plus tous les jours, Emmanuel Macron, contrairement à une époque, je vois que lui aussi a fini par céder en se disant, sur le plan politique, les choses sont trop risquées, trop complexes, on n'y arrivera pas en essayant de convaincre les Français que finalement non, l'islam n'est pas si dangereux. Et donc, plutôt que d'avoir une grande politique pour les quartiers populaires, pour lutter contre les discriminations, pour réaffirmer les libertés publiques, on a une loi contre le séparatisme, concept d'après moi assez fumeux, qui vient finalement en fin de mandat donner des gages à ceux qui ont une hostilité envers les musulmans, à ceux qui sont dans une pensée nativiste, xénophobe. Donc je suis malheureusement assez inquiet, parce qu'aujourd'hui, vous avez donc la droite, l'extrême droite, la droite,
cette nouvelle droite d'Emmanuel Macron qui finalement s'est complètement, à des nuances de degrés près, rangée à ses idées, le Parti socialiste qui malheureusement au mieux se tait, au pire consent en fonction de ceux qui le représentent, et puis pour les autres formations politiques, il n'y a pas de doctrine suffisamment établie. Les écologistes peuvent peut-être être des gens qui sont moins dans cette logique-là, mais qui n'ont peut-être pas toujours le plus d'adresse pour travailler ces questions, peut-être parce que tout simplement ce ne sont pas les questions fondamentales sur lesquelles ils se sont constitués. C'est d'ailleurs pour ça que moi, une des raisons pour lesquelles on a fondé les Nouveaux Démocrates, moi je crois qu'il faut complètement refonder le modèle démocratique français, qu'il faut complètement repenser la démocratie, et que notamment cette question de l'inclusion démocratique est extrêmement importante, et qu'il faut donc pour ça véritablement changer de braquet sur les discriminations, qu'il faut que tout le monde se sente représenté. Pour moi, la crise des Gilets jaunes était d'abord une crise politique où les gens ne se sentent plus représentés. C'est exactement la même chose pour l'abstention dans les quartiers populaires, et vous aurez ça de plus en plus fortement. Donc soit on repense complètement le fait que des institutions qui oublient la moitié des gens ne peuvent produire que des politiques qui, au mieux, ne changent pas le quotidien de ceux qu'elles oublient, au pire l'aggravent. Et donc c'est à partir de là, je crois qu'il faut refonder les choses. Et donc effectivement, ces questions sont importantes. Et puis après, vous avez des gens plus à gauche peut-être qui sont capables de reconnaître un certain nombre de choses. Je pense à Jean-Luc Mélenchon, mais là, les divergences sont d'un autre ordre. Merci Aurélien Taché pour cette conversation.